Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce dernier hors-série de French Big Ballers de la saison. L'épopée 2019-2020 des Lakers se terminant quoi qu'il advienne dans 2 semaines. Et puisqu'il est important de bien finir, n'en déplaise aux Clippers, nous ne serons pas 3 mais 4 ce soir. Il envoie des messages en majuscules même à ses parents, il boit trop de café et manque de sommeil, ce qui le pousse à tenir des propos farfelus notamment au sujet de J.R. Smith, et il va sans doute rentrer en dépression d'ici 7 matchs et ceci jusqu'à la reprise de la NBA en janvier prochain. Bastien de Trash Talk est avec nous. Comment ça va Bastien? SO les gars, merci à vous, ça fait plaisir, comme on a pu le dire hier soir, le crossover le plus attendu de l'année quand même. Hein. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Les stats sont formels. Les Lakers n'ont pas gagné un match depuis 2019 lorsque c'est lui qui live tweet sur le compte et il est donc logiquement interdit de le faire lors de ses finales. Adrien, comment ça va? Écoute, ça va impeccable. Peut-être, comment dire, je suis le chat noir du live tweet, mais pour l'instant champion du monde du pronostic. Oui, c'est vrai. C'est une vraie stat ça? Ouais, c'est une vraie stat. Ouais, c'est une vraie stat. On n'a pas gagné un seul match de playoff quand il a live tweeté. Magnifique. Il nous a confessé, je cite, « Putain, on s'est fait suspendre pour des activités suspectes et non pas pour mes insultes envers les minorités. J'ai l'impression d'être un membre du Rassemblement National. » Nas, comment ça va? Putain, mon Dieu. Bon, là, je sais pas si on la coupera pas au montage, c'est bref. Ça va très bien. Un grand plaisir d'être là, du coup, avec Bastien, avec vous les gars, comme d'habitude. Et je pense que ça va être un super pod. Messieurs, comme d'habitude, on revient directement sur la dernière confrontation, donc sur les finales de conférence Ouest, avant de se pencher sur le match face à Miami. Donc, les Blazers ont pris 4-1. Les Rockets ont pris le même tarif et c'est donc en toute logique que les Nuggets se sont inclinés sur le même score. Faudra toutefois relever la solide résistance de Denver autour du trio Murray, Grant, Jokic. Messieurs, qui c'est qui veut commencer pour débriefer sur cette série face à Denver? Le roi du live tweet, celui qui a les pires stats là. Moi je suis chaud. Vas-y. Qui déjà? Okay. En fait, c'est un peu bizarre ces finales de conférence. Je dirais qu'il y a eu 3 phases. Il y a eu le game 1 où on surpasse totalement ce qu'avait à proposer Denver ce soir-là, avec, il faut dire, c'est vrai que le foul trouble de Jokic et Murray combiné quand même, nous a bien aidé pour être prendre là rapidement large, et leur retour en début de deuxième mi-temps n'a pas aidé non plus. Après, il y a eu la phase Game 2, Game 3 où on fait pas vraiment les ajustements tactiques, on s'empale dans la défense de Denver, et honnêtement, si après le Game 3 on est à 1-2, c'est pas illogique du tout. Et après, il y a la séquence Game 4, Game 5 où ça y est, le coaching staff se remet un petit peu à faire les ajustements, et où donc bon, c'est un peu compliqué dans le Game 4, mais la fin de match, on se la facilite, et le Game 5 qui à mon avis est abordé avec sérénité du début jusqu'à la fin, malgré le comeback. Voilà ce que je verrais sur la physionomie. Je craignais une bataille tactique qui allait se faire en défaveur de Vogel face à Malone, et au final, non. Belle réaction dans le Game 4 et Game 5 pour s'imposer avec plus de sérénité que j'aurais pu le craindre après le Game 3. Voilà. Moi, si je peux rebondir rapidement sur ce que tu disais, justement, tu parlais de bataille tactique, et c'est vrai que, pareil, comme toi, je me suis fait une petite frayeur au moment du Game 2, quand on commence à voir les ajustements tactiques de Mike Malone, notamment pour empêcher les Lakers d'attaquer la peinture, en fait, des Nuggets. Et ça a été assez salutaire pour eux. On se retrouvait à beaucoup devoir ressortir sur nos ailiers, etc. Et complètement déjoué finalement, parce qu'en fait notre jeu on l'a quand même plutôt pas trop mal déroulé face à Portland et face aux Rockets. Ce qui fait gagner les Lakers, et c'est évidemment la défense, mais en attaque c'est vraiment marteler cette peinture, parce que t'as LeBron qui peut attaquer très facilement le cercle, et il dit, évidemment on n'en parle pas, même Maggie et Howard ils se débrouillent plutôt pas mal, donc voilà, t'as une vraie importance à l'intérieur en attaque, des très bons passeurs aussi, il faut le dire, qui sont capables de donner les balles au poste si besoin, donc plutôt kudos à Mike Malone quand même d'avoir réussi ces ajustements. Je pense qu'en fin de compte il était quand même un peu limité aussi par son roster. On en parlait dans le podcast preview face aux Nuggets, et on se disait finalement qui pourra défendre sur LeBron sur cette série. C'était la question que nous on se posait, et finalement on l'a vu sur la série. Je sais pas ce que t'en penses Bastien, mais ils ont pas vraiment eu de réponse pour réellement empêcher LeBron d'imposer son rythme et d'imposer tout son jeu, quoi, finalement. Ouais, non, c'est sûr. Je voulais évidemment commencer par rappeler que vous avez évidemment gagné grâce à l'arbitrage. Non, je déconne. je voulais juste la placer en intro parce que je sais que voilà, ça a été le sujet tordu. Non, c'était juste une petite dédicace. Mais non, moi, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est très juste, et je pense que les grandes équipes et les équipes de Daron trouvent toujours une manière d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, en fait. C'est-à-dire que si tu reviens sur les matchs,
match, t'es fan de Denver, tu peux te dire que sur la série, le score est peut-être un peu dur, mais en même temps, parfois, il faut savoir finir et s'ajuster. Et je trouve que quand Denver a montré, comme vous le disiez sur certains matchs au milieu de la série, qu'ils savaient s'ajuster et ils ont commencé à vous enlever certains points forts, bah il y a des équipes plutôt moyennes qui s'écroulent, genre des voisins de la même ville, et sinon, bah t'as des équipes plus fortes, plus expérimentées, qui vont trouver un moyen de contourner la chose, qui vont savoir qui est responsabilisé. Moi, j'ai été vachement séduit du côté de votre franchise par cette capacité à savoir appuyer sur les bons boutons au bon moment. Pourtant, Dieu sait s'il y a eu des punchlines sur Danny Green ou sur d'autres gars, mais de voir notamment la série de Dwight et de Rondo. Je m'attendais évidemment à du LeBron et du AD, mais je trouve que vraiment ce qu'ont fait Rondo et Dwight sur cette série m'a vraiment impressionné et m'a dit ok, les mecs ils sont juste là pour la bague, quoi, vraiment. Il y a rien d'autre que ça, et c'est l'équipe de Daron est championne, ou qui doit être championne, qui l'a emporté logiquement. Moi, je suis plus mesuré quand même sur le rôle de Rondo sur la série face à Denver. Nous y voilà. Non, mais autant on a pu avoir une espèce de résurgence du grand mythe de playoff Rondo sur la série face aux Rockets où il fait une bonne rentrée. Là, face à Denver, moi j'ai revu en fait le Rondo qu'on a aimé détester pendant la saison régulière, c'est-à-dire beaucoup de dribbles avec pas grand-chose qui se met en place. Enfin, dès que tu vois que Rondo fait une possession en tirant à 3 points, tu sais que ça s'est mal passé. Et ça, on l'a quand même vu pas mal de fois. Alors avec bonheur dans le game 5 puisqu'il en rentre deux, comme ça. Ouais. Mais c'est pas son jeu. Si tu le laisses naturellement sur ses pourcentages, ça s'effondre. Alors par contre, moi, la vraie force de Rondo, on l'a vu, c'était le seul, à part LeBron, à pouvoir punir sur l'espace aérien. Le seul à pouvoir servir Howard ou Anthony Davis sur du lob, c'est lui. Et il a balancé du super lob. Il a balancé du super lob. Je sais plus si c'était, pour moi, les moments forts dont je me souviens, parce qu'évidemment, on peut toujours pinailler et trouver des moments qui vont pas pour certains joueurs, mais je trouve que le Game 1 de Rondo était bien évidemment au-delà des stats vraiment très bon, qui a mis le ton, et notamment dans ce jeu aérien qui est mentionné. Je crois que c'est le Game 1, notamment si je dis pas de bêtises. Oui, le Rondo qui est pas mal. Et quelque part, j'arrive pas à m'enlever de la tête cette ultime possession sur le shoot au buzzer d'Anthony Davis. Vous me dites si je dis des conneries, mais c'est vraiment notamment une initiative et une discussion instantanée entre Rondo et Vogel pour prendre la place de Caruso et faire la passe au bon moment en faisant la bonne lecture pour AD qui met le shoot de la gagne. C'est ce qui est passé. Sur le Game 2, ça. C'est sur le Game 2, du coup, pardon. C'est ça, c'est sur le Game 2. C'est sur le Game 2. En fait, c'est peut-être des moments isolés, mais je trouvais que c'était pas mal. Complètement, non, mais là t'as raison. Bon, faut aussi être franc, hein. Pour un joueur comme Rondo, la passe qu'il fait à AD, elle est loin d'être super difficile. Enfin, je veux dire, c'est une passe, même moi, j'ai même pas un niveau de R3 ou de quoi que ce soit, et je peux la faire, la passe dans l'absolu. Mais effectivement, derrière, il y avait forcément un système organisé par Vogel qui donne la balle en ATO dans les mains de Rondo, et un Anthony Davis qui doit faire le bon déplacement. Et en fait, il fallait que ça clique et que ça se fasse parfaitement. Ça s'est fait parfaitement. Rondo en a été l'un des acteurs, et c'est clair qu'à ce niveau-là, il y a rien à dire, quoi. Surtout que le système appelé à la base, il était pour LeBron, en fait. C'est ça. L'initiative, elle est notamment. Les trois joueurs se sont entendus et ont parfaitement géré la situation, mais au départ, c'était pour LeBron. Donc voilà. Et finalement, LeBron, tu vois, t'as LeBron comme grosse decoy, dans la peinture, et finalement, tu frises toute l'équipe adverse. C'est aussi la force d'avoir ce duo, ce one-two punch qu'on a. C'est que sur des possessions comme celle-ci, t'inspires tellement la peur pour l'équipe adverse que tu peux changer de plan à la dernière seconde, et eux, ils vont rien comprendre parce qu'ils vont se dire LeBron James. Finalement, t'as Anthony Davis qui claque le tir. Enfin, c'était ouf, quoi. J'aimerais revenir sur le premier joueur que t'as cité, Bastien, du coup, puisqu'avec Rondo, t'as quand même cité Dwight Howard, qui n'avait pas joué face aux Rockets ou très peu, et qui est revenu pour fracasser Jokic. C'est vrai, mentalement, physiquement. C'est ça. Ouais. Ça se voit visuellement, ça se voit dans les stats, et même lui, en fait, n'attendait que ça, vu qu'il n'a pas joué, et il le disait un peu dans les interviews qu'il était très mal à l'aise et que ça allait pas dans la bulle du fait de pas jouer, etc. Et sa rentrée a été énormément bénéfique. On l'avait un peu pointé du doigt dans notre podcast, notamment sur la gestion de Jokic au poste bas, mais lui rentrer dedans, c'était impressionnant et c'était jouissif. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, c'est exactement ça. Hein. C'est la clé de toute la série, c'est jouer à l'intérieur, et notamment sur notre capacité à maîtriser Jokic, que ce soit Jokic scoreur ou Jokic créateur depuis le poste. Et il y a plusieurs. Il y a des stats derrière qui en parlent. Juste oui, totalement. Oui, non, tout à fait. Le net rating de Nikola Jokic on et off court, il est hyper négatif quand il est on court. Il a moins 9, et il a plus 1,3 quand il est off court, ce qui signifie que Jokic, il a mis ses points, il a fait ses passes décisives. De toute façon, voilà, il a des qualités. Ce joueur, c'est un excellent joueur, mais tu sens quand même que il a été ultra bien muselé par AD par moment,
par Howard à d'autres moments, donc même par LeBron sur certaines possessions, et même par Caruso des fois. Il y a eu 4-5 possessions comme ça dans la série où Caruso l'emmerdait, et en fait Jokic refusait totalement le jeu. C'est-à-dire que quand il voyait que Caruso avec ses mains actives, là je te parle pas d'une possession près du cercle où il peut attaquer le cercle facilement, je te parle plutôt d'une possession où il est plutôt en tête de raquette vers la ligne à 3 points, plutôt que de vouloir attaquer et essayer de mettre les points lui-même, il trouve la solution et ça débouche sur des passes pas terribles vers des joueurs de Denver, et on les a beaucoup fait déjouer par rapport à ça aussi. Donc, excuse-moi Adrien, je te coupais du coup. Non, très bien. Et non, puis même tu peux aussi, il y a d'autres chiffres, hein. Il y a Cranji qui a fait tirer une corrélation entre, finalement tu peux dire la performance globale de Denver et le pourcentage de temps qu'a passé Jokic face à des intérieurs des Lakers. En intérieur, j'entends McGee, Howard. Game 1, c'est 71%, ça tombe à 60% dans le Game 2, à 50% dans le Game 3, ça remonte à 71% dans le Game 4, et ça finit à 98% dans le Game 5. T'imagines? C'est vraiment une ligne directrice. À partir du moment où il avait du grand face à lui, Jokic a été en difficulté. Ouais. Et autre stat que tu peux citer, c'est que cette difficulté à la création, tu la retrouves aussi sur le pourcentage de turnover suite à des possessions au poste, qui est très élevé du côté de Denver. On est à 11,3%. Nous, on joue autant, sinon plus, de jeux au poste, et on n'est qu'à 4,1%. C'est dire si on les a gênés dans ce secteur où ils sont censés appuyer et faire très très mal. Bien sûr. Par le passé, je pense, vous l'avez vu évidemment avec Dwight, hein, quel que soit le maillot qu'il ait porté, Dieu sait s'il en a eu ces dernières années, mais je pense que dans une situation où il y aurait eu une demi-finale comme celle qui a eu lieu là avec les Rockets, je pense que par le passé, vraiment, il aurait pété un câble et il aurait été un des éléments perturbateurs d'une équipe. Et je trouve que on a focus beaucoup sur quand il flex un peu les muscles, quand il rentre dans Jokic ou quand il y a un gros dunk ou une belle défense, mais le professionnalisme d'accepter, même s'il l'a évoqué, hein, que c'est dur dans la bulle, mais le professionnalisme d'arriver dans une toute nouvelle série et d'avoir un impact immédiat et régulier, moi je trouve que c'était vraiment assez ouf, et ça va dans la lignée de la saison résurgente de Dwight. Vraiment c'est top. Je pense que ça a été un des grands artisans de la qualif, même si c'est pas celui dont on parle le plus. Je te remercie de cette remarque, parce que d'autant qu'autour de cette table virtuelle, je vais pas citer une certaine personne qui regrettait qu'on n'ait pas signé Noah à la place de Dwight Howard. Mais ça après ça se compte. Bref, passons. Non, mais on sait pas, les gars, attention, si Noah était rentré face à Jokic, peut-être que les Clippers ils seraient en finale, là, on sait pas, attention. Non, mais après Adrien, tu me lances une pique. Mais non, c'est pas toi. C'est pour moi. Tu lances une pique à Clément, pardon, excuse-moi. Mais entre nous, moi, je le dis vraiment, je m'attendais pas à autant. Franchement, j'en attendais pas autant. Quand on l'a signé l'été dernier, j'aurais difficilement imaginé, mais après, c'est parce qu'il a un CV aussi qui est le sien. Je l'aurais pas imaginé arriver dans une forme pareille et être finalement un véritable factor X, hein, on peut le dire, face à Denver, parce qu'il a énormément gêné Jokic. Et parce qu'il est rentré totalement dans le moule qu'on espérait voir de lui, quoi. C'était exactement. Toujours rebondeur, défenseur, pas de possession au poste, et voilà. Donc, et c'est pareil. Vas-y, Bastien. Non, vas-y. J'allais dire, on parle depuis tout à l'heure de Nico, mais alors laissez-moi vous installer Miles Plumlee sur le divan. Ce qu'il a pris par Dwight sur la série, c'est, enfin, je veux dire, les minutes qu'il y a eu en face-to-face, hein, vraiment, c'est-à-dire qu'on savait qu'il allait avoir potentiellement du McGee contre Jokic avec une rotation rapide parce que vous faites ces changements dès le premier quart-temps, mais on se demandait ce qui allait se passer avec Plumlee dans son efficacité sur la série. Dire, ça a été un no-show total, en partie Anthony Davis évidemment, hein, mais en partie aussi parce que Dwight crée avec les autres gars tous ces décalages, ces flingages dans la rotation de Mike Malone qui fait que quand tu avais l'habitude de le faire rentrer en fin de premier quart-temps, tu le fais rentrer en moitié, donc il y a des dominos qui tombent, et ça là-dessus je pense que tout le monde a été très très bon, dont Dwight. Et ça tu le dis, et ça a été l'une des clés de la série aussi, c'est que Dwight a forcé Jokic à faire beaucoup de fautes, et du coup très rapidement du foul trouble pour Jokic, il n'y en a pas qu'au match 1, il y en a même sur le dernier match. Jokic il a quand même cette vilaine tendance, il faut le dire, tu vois, qu'il n'est pas très très athlétique et que il peut vite se faire dépasser. Il fait beaucoup de fautes. Et en attaque, pareil, quand ça défend plutôt bien en face et c'est plutôt solide, lui, il a l'habitude d'être très facile face aux très mauvais défenseurs ou face aux défenseurs, on va dire, corrects. Mais quand tu lui mets quelqu'un quand même expérimenté comme Dwight, avec une réactivité latérale correcte, voire même correct plus pour Howard, tout de suite tu le fais déjouer en fait. Et finalement, Jokic, peut-être que là où Jokic s'est peut-être pas assez exprimé sur la série, et c'est probablement sur son tir extérieur. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous emmerde
un peu plus en écartant, en tirant encore plus le jeu des Nuggets. Bon, ça n'a pas beaucoup été le cas. Il a mis ses tirs, mais tu vois, il a eu des matchs cette saison où il pouvait allumer même 10-3 points par match et en mettre parce qu'il est plutôt efficace. Voilà, il n'a pas posé de problème. Ça, c'est parce qu'on a arrêté aussi assez vite de faire du hard edge contre Murray. Ouais. Puisque de toute façon, Murray arrivait très bien à remanier le hard edge et à repositionner son écran pour repartir sur un pick and roll plus classique. Et donc, en refaisant du switch un peu plus en tactique défensive, tu enlevais naturellement le 3 points à Jokic. Ouais. Tu vois que finalement, du coup. Et à Murray également, par ailleurs aussi. Aux deux. Bah oui, complètement. D'une pierre deux coups. Bah, du coup, Clément, je pense que je me disais, quand on avait fait le podcast Pass aux Nuggets, est-ce qu'il y avait eu d'autres clés qu'on avait évoquées, qu'on n'a pas évoquées ici parce que l'inutilité de Gary Harris face à LeBron. C'est remarqué. Oui, du coup, effectivement. Jeremy Grant vous a bien fait transpirer quand même. Ouais. Franchement, nous, on l'avait d'ailleurs un petit peu sous-estimé pendant le podcast. On l'avait complètement sous-estimé. Factor X de Bibi juste avant la série, et Dieu sait si j'attendais peut-être un petit peu plus de Torrey Craig, mais alors Jeremy Grant qui nous fait du pipen à certains matchs, ça je t'avoue, il a fait quelques repères. Il a mis combien de points dans leur victoire? Il met 20. Il en a mis non, je crois que c'était un peu moins. Non, c'était pas 22 points. Je crois que c'était 22 points ou peut-être 26, je sais pas, à vérifier. Mais bon, c'était plus de 20 points et au dernier match, je crois qu'il en met aussi plus de 20. 26, il me semble. Et justement, on se disait sur le contre, ça un coup de chaud, ça arrivera jamais dans la série. Et finalement, il nous a bien fait chier sur la fin de la série. Parce que j'avais tweeté ça d'ailleurs. J'avais dit qu'il se prenait pour Klay Thompson après avoir mis 20 points en un match de playoff, et il m'a fait fermer ma gueule puisqu'au dernier match, il les plante ses points aussi. Mais après, tant mieux pour lui, il va sécuriser son chèque et franchement, c'est parfait pour lui. Il a sécurisé le sac. Il a sécurisé le sac même complètement. Contrairement à Mason Plumlee qui va partir du Colorado, je pense. Là, c'est un public numéro 1, le pauvre. Faut voir. Vous aviez dit que Gary Harris allait avoir un impact nul ou c'était oui. Sur LeBron, uniquement sur le cas LeBron. Ouais, c'est ça. C'est pas le bon profil pour lui. Oui, ce qu'on avait dit, c'est que étant un excellent défenseur extérieur, le problème, c'est que pour lui, il n'avait pas, l'extérieur qui lui allait comme profil sur lequel bien défendre. C'est la série de Dwight contre les Rockets, quoi. En gros, je calque, mais c'est ça. Il n'a pas d'utilité dans son profil, c'est ça. Exactement. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'au passage, pour la petite digression, Bastien, t'es pas au courant parce que je limite les interactions entre Clément et le public concernant Gary Harris, mais Clément est un immense fan de Gary Harris et je me suis fait plaisir pendant les live tweets parce que on regardait les matchs tous les deux quoi qu'il arrive, de lui envoyer des bastos contre Gary Harris en messagerie privée, Gary Harris game quand il plantait 2 points à 0 sur 5 avec 2 lancers, tu vois. Ça fait 2 ans que je mange, donc je commence à être habitué. C'est dur pour lui. Bon, je sais pas, après on pourra en parler de Denver, mais c'est vrai que ça a été dur pour lui. Là. Autant il a eu un bon impact contre Utah et même contre les Clippers, autant là c'est vraiment la no-série, no-show. Quand tu commences à te dire PJ Dozier ou Gary Harris, c'est un peu tendu. C'est clair. Je pense que vous d'ailleurs, il y a eu un match, c'est le match que vous remportez avec Anthony Davis au buzzer, je crois, ou c'était un autre où il y a le PJ Dozier gain dans le 4e quart. Et je pense que vous vouliez qu'une seule chose, c'était que Gary Harris rentre sur le terrain. La phrase est horrible, quoi. On a eu beaucoup de chance parce que PJ rate quasiment tous ses lancers et finalement en fait au moment où Denver peut tuer le match, il le tue pas à cause de ça. Mais c'est clair que Gary Harris pas la meilleure série de sa carrière. En parlant d'inutilité, et non pas que j'ai envie de changer de sujet, n'y voyez pas ça. Kyle Kuzma, messieurs, cette série. Vous en avez pensé? Bon je me casse. T'as dit le mot inutilité. Reste. Inutilité. Encore une fois, en fait, le problème de Kuzma, c'est que si tu lui enlèves le 3 points et en ce moment le 3 points, il le perd très naturellement, il lui reste plus grand chose. Alors il a encore il lui reste les cuts, mais tu vois, ça fait quoi? Ça fait 6 points max par match, ça. Donc c'est quand même pas énorme. À la limite, ce que tu peux lui rajouter, c'est aussi le sens sur la transition. Et là, plus globalement, c'est là aussi un secteur dans lequel on a été très bon face à Denver, ou plutôt c'est peut-être un secteur dans lequel Denver a été très mauvais pendant ses playoffs, puisque ils encaissaient des points après en avoir marqué en fait. Et Kuzma se projetait très très vite vers l'attaque et récupérait beaucoup de ballons comme ça. Il mettait des layups faciles, quoi. Et ça arrive souvent, tu vois, parce que on finit. Donc maintenant, on est quasiment la première équipe ou presque sur le jeu en transition. C'est quand même 18,5% du volume total de notre attaque. C'est dire aussi combien on a galéré sur jeu placé. Et donc on met 1,16 points par possession sur ce jeu-là. Et donc on est seulement derrière, pendant les playoffs, derrière les Clippers et le Jazz. Comme par hasard, c'est les deux équipes qui ont rencontré les Nuggets. Donc tu vois, il y avait alors je sais pas si c'était un plan de jeu, tu vois, c'était un plan clair de Vogel de dire vous insistez, vous courez, vous en foutez. Même si vous prenez des points, vous courez, vous aurez des points gratuits de l'autre côté. Mais en tout cas, ça marchait. Ça a marché. Et d'ailleurs, ça va être une des clés, je pense, pour parler de la série du Heat, puisqu'on s'en rapproche
tout doucement. Tu parlais de jeu placé, de médiocrité du jeu placé par moment, qui était finalement plutôt bien équilibré par le jeu en transition. Là, on va tomber contre un coach et un staff qui seront, à mon avis, encore plus dangereux que Mike Malone en termes d'ajustement. Et ces points faciles qu'on a eu face à Denver, à mon avis, on n'en aura peut-être pas autant sur la série qui se profile. Mais est-ce que ça nous fait notre transition, Clément, ou est-ce qu'on a encore des choses à dire? Oui, on va passer à la suite, messieurs, puisque on va affronter Miami qui a éliminé Boston cette nuit. Cette saison, Miami, on est à 2-0. Une victoire à la maison dans le premier mois, 95-81, et après on est allé s'imposer à Miami. Je crois qu'on est la première équipe à s'être imposée là-bas. C'était ça. On était la première équipe de la saison à les battre. C'est ça. On était dans notre gros run. C'est ça, oui. ouais. Donc, mais depuis décembre. Exact. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts, puisque Miami s'est renforcé en tentant le pari André Iguodala, a récupéré Jay Crowder, il a débarqué dans la bulle avec un statut d'underdog qui est totalement confirmé d'ailleurs, puisque les Pacers ont été balayés au premier tour. Les Milwaukee Bucks du second meilleur frère Antetokounmpo, ils tombent aussi. Et cette nuit, c'est les Celtics qui se sont fait éliminer en 6 matchs, et en ratant l'occasion d'ailleurs de gagner un deuxième titre sur les 30 dernières années. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de Miami? Qu'est-ce qu'on doit attendre de Vogel pour s'ajuster, notamment à l'attaque de Miami? C'est en attaque que Miami a gagné cette série, de mon point de vue, et notamment le rôle d'Adebayo face au pivot des Celtics. Comment vous la sentez cette série? Qui veut démarrer? Moi, je peux déjà démarrer un petit peu en sortant une première clé, évidemment, en enfonçant une immense porte ouverte. Ça va être évidemment le match-up Adebayo-AD, voir si AD pourra continuer, entre guillemets, sur sa plutôt bonne lancée défensive. Il est toujours, je crois, premier au defensive PIPM sur ses playoffs. Voir s'il va pouvoir continuer à gêner Adebayo du coup sur cette série, parce que voilà, Adebayo a quand même pas mal de qualités en offense à faire valoir, et surtout voir si Adebayo en retour aura un moyen de gêner Anthony Davis, ou plutôt est-ce qu'Anthony Davis va encore step up un peu plus, parce que finalement faut le dire, AD va tomber pour la première fois face à un secteur intérieur, et un intérieur en particulier Adebayo, qui est capable de le gêner en défense, tu vois, parce que la première série face à Portland, il se prend Nurkic, Whiteside, bon, c'était du pain béni. Deuxième série, personne à sa taille pour le défendre, que c'était encore plus du pain béni. Et là, troisième série, t'avais Jokic qui est pas forcément connu pour sa défense, Plumlee et consorts non plus. Et là, tu arrives sur un vrai client pour une fois à l'intérieur pour notre AD. Que dire, les gars? Parce que moi, par exemple, un truc que je sens qui va très vite nous arriver, ça va être de la prise à 2 sur Anthony Davis, qui l'a plutôt bien puni contre Portland et contre les Rockets, et il s'est, je trouve, plutôt moins bien exprimé là-dessus. Ça lui a moins réussi face aux Nuggets. Je sais pas, pour moi ça va être l'une des clés, ça va être la liberté qu'aura Anthony Davis à pouvoir mettre des points, parce que finalement on a besoin de ses points. Il tourne à pas moins de 30 points sur ses playoffs. Si tu prends comme référence la saison régulière, a priori ça devrait pas poser de problème. Oui, mais il explose le jeu. À chaque fois il est meilleur marqueur des Lakers sur les deux rencontres. C'est lui qui fait le match en plus à Miami, et on a vu que Adebayo, surtout sur le match au Staples, ça avait vraiment pas de prise défensive sur lui, si bien qu'ils sont revenus sur une zone un peu pour couvrir tout ça, et ça a été encore plus un carnage à l'époque. Alors évidemment Adebayo a progressé. Voilà, et puis je pense aussi que Spoelstra a retenu les leçons de cette séquence défensive, donc on n'aura pas forcément ce schéma là face à nous, mais normalement Eddie, c'est pas lui qui devrait le plus souffrir, tu vois, de ce qu'a proposé le Heat. D'après certains indicateurs en stats avancés, justement la défense intérieure, c'est le gros souci du Heat. À contrario, c'est plutôt la défense du Heat, c'est plutôt un verrou au périmètre, et derrière tu viens cueillir ce qui reste. Mais c'est quand même au périmètre que va s'exercer la défense du Heat, et c'est là où j'ai envie de dire, est-ce que ça sera pas plutôt le match-up le plus compliqué pour les Browns? Ouais, peut-être. Là, franchement, là-dessus, c'est comme ça que je le tournerai. Je me permets pour vous compléter. Vas-y, bien sûr. Totalement d'accord avec vos deux premiers points. Déjà, j'avais juste pris quelques micro-notes en sachant qu'on avait parlé de cette série. Je rappelle quand même que Meyers Leonard et Kendrick Nunn sont titulaires et ont quasiment 50 minutes à eux deux sur les deux matchs qui sont habituellement sur les matchs de régulière. J'aime bien, et je pense peut-être vous aussi, après c'est chacun son école, essayer de revenir dessus. Il y a des éléments à reprendre. Là, c'est tellement un hit qui est différent. Il n'y a pas Crowder, il n'y a pas Iguodala, il y a Meyers Leonard titulaire. Kendrick Nunn, je sais même pas s'il va retourner dans la rotation. Donc il y a eu des choses hyper intéressantes. C'était Clément là qui parlait juste avant? Non, Adrien, ouais.
Adrien, excuse-moi. Adrien, sur l'élément que tu disais tout à fait défensif, c'est clair que Miami est habitué à présenter un gros verrou extérieur et justement montrer un peu plus de faiblesse à l'intérieur. Je pense que là, l'espèce d'étiquette qui est collée à vous, et Dieu sait si Spoelstra est capable de s'ajuster, ça va être justement peut-être de voir si tu peux te faire sanctionner par certains shoots extérieurs, mais essayer au maximum de bloquer avec le personnel que tu as collectif sur AD et un peu plus peut-être individuel en soi sur LeBron. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais c'est très clair. C'est ce qui me semble être un peu plus la priorité du côté de Spoelstra qui apparemment prépare son plan de jeu depuis, je sais pas, depuis 5 ans quoi, pour réaffronter LeBron. Là, mais c'est sûr que... Vas-y, Adrien. J'ai une question à te poser, toi qui as dû voir bien plus que nous la série entre les Celtics et le 8. Moi, je regardais les chiffres, je voyais qu'ils ont fini à 113 de defensive rating, donc ça veut dire que le 8 n'a pas très très bien défendu face aux Celtics. D'ailleurs, ils ont pris des gros écarts quand même sur beaucoup de matchs. Ouais. Il y a pas mal de matchs où ils sont à moins 16, moins 15, il a fallu qu'ils crachent. Donc quand même, il y a des largesses dans cette défense. Ah mais bien sûr. Déjà, Boston, que ce soit en régulière ou en playoff, a quand même montré une attaque qui est assez intéressante et difficile à prévoir. Donc en fait, tu peux défendre de la meilleure manière possible, mais quand tu as juste moins de talent, je pense que certains écarts sont envisageables. En fait, surtout les moments où je pense, pour me pencher plus vers vous, les moments où il va falloir le plus en profiter, c'est qu'il y a des vraies périodes de zombies du hit. Il y a des périodes de 5-6 minutes où en fait Miami unplug complètement. Ils sont tous abonnés au 3e quart-temps complètement flingué du hit. Hier soir encore ça allait, mais je pense que ça c'est notamment des éléments sur lesquels vous pouvez y aller offensivement comme défensivement. C'est cette incapacité de Miami à nous faire un match de 48 minutes sérieux, au maximum. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'en tout cas sur la série contre Boston, je trouve que même s'ils ont eu certaines largesses défensives, je pense que l'objectif là de cette série contre Boston, c'était d'attaquer au mieux et d'essayer de les punir parce que Boston avait des vrais trous défensifs et Dieu sait s'ils ils en ont profité. Contre vous, ça va être une autre affaire et une autre paire de manches parce que tu ne peux pas profiter d'errements défensifs contre les Lakers, quoi. C'est pas au programme. Et aussi, il faut aussi le dire, on a une défense qui est aussi extrêmement quali côté Lakers, tu vois. Je sais pas s'ils ont vraiment eu ce match-up jusqu'ici dans les playoffs. Miami, je sais pas s'ils ont eu une opposition face à une défense qui serait ne serait-ce qu'un tiers aussi bonne que la nôtre, parce que c'est vrai que la vraie pardon, vas-y. Je répondais en speed par rapport à ce que tu disais là. Une des vraies difficultés en fait avec le hit à les défendre, et je pense que les fans de Boston, alors je sais pas s'il y a des fans de Boston qui vont écouter le podcast des Lakers, mais sait-on jamais, qui pourront peut-être répondre à ça, mais c'est le fait que Miami est une équipe qui exécute énormément, ça exécute. Vous allez péter des plombs derrière les screens pour Duncan Robinson, les utilisations de Tyler Hero, tous les flairs, tous les DHO, tout ce qui peut être mis en place fait que Miami est assez imprévisible. Et donc, du coup, pour les arrêter, en fait, tu te dis, putain, mais merde, mais comment on a prendre 110 points par le... Ils ont même pas un gars qui est censé mettre 25 points de moyenne, mais au final, tu prends quand même ta caisse parce qu'ils trouvent en permanence, en exécution, toujours la bonne personne. Ça va être vraiment... du côté de Miami, à mon avis, une exécution permanente, et parce que tu vas pas pouvoir sanctionner votre défense. Enfin, je sais pas, c'est pas possible. Tu vois, ce que tu dis là, c'est exactement ce qu'on pensait de Denver. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Une équipe qui exécute bien et qui peut t'allumer de plusieurs points points du terrain. Un peu plus de talent intrinsèque, je pense, donc ils se sont parfois un peu reposés dessus. Et probablement avec un Murray aussi insolent sur ses playoffs, faut le dire. Bien sûr. Mais quand Jokic prend 2 fautes, je pense que vous soufflez un bon coup. À fond, faut le dire. Oui. Mais là, s'il y a Butler qui prend 2 fautes, peut-être que tu te prends un carton à 15 points de Tyler Hero. C'est ça qui est relou en fait. C'est possible parce que tu sais, on a pris l'eau quand même face à des Maurice, on a pris des runs de Craig. Enfin, on fait pas une grande. Normalement, c'est vrai que la défense est notre point fort, mais on fait une série où on sort à 112, donc c'est pas une grande performance défensive de notre part. On a pris l'eau à plusieurs reprises face à une équipe qui exécute bien et qui avait cette capacité à nous manier et à faire circuler. Si on parle de match-up à proprement parler en individuel, ce qui est plutôt pas mal côté Lakers, c'est qu'on a quasiment à tous les postes des personnes capables de gêner individuellement les scoreurs potentiels du hit. Tu parlais de Hero qui sort du banc. Franchement, faut le dire. Moi, j'arrive plutôt serein dans une série en me disant qu'Alex Caruso va être mis probablement en individuel sur Hero pendant une grosse partie de la série. Ou Dragic. Ouais, je le vois plus sur Dragic et justement KCP ou Green sur Hero. C'est ça qui est chiant, c'est le jeu de la taupe. Hero sort du banc. Oui, bien sûr. Hero sort du banc.
c'est Goran qui est titu avec Duncan Bien entendu, Robinson. mais sur les rotations, je pense que quand Caruso sera sur le terrain, il va essayer de mettre en miroir les minutes de Caruso sur Dragic, justement. C'est un peu le jeu de la taupe et du marteau, en fait. Hein. C'est vraiment, tu tapes, tu te dis, oh putain, je vais arrêter Hero. Et en fait, c'est Dragic qui te sanctionne. Et en fait, si c'est pas eux deux, merde, c'est Duncan Robinson. Ils ont toujours cette capacité à trouver le bon gars. Donc, même si tu peux mettre des match-ups, et je suis d'accord, on parle pas assez de Caruso et de son impact défensif, même de ce que va être capable de proposer, évidemment, du Danny Green, KCP, Rondo, etc. Mais même défensif si tu colles. Et psychologique surtout, Bastien, je te coupe 2 secondes. Ouais. Moi, ce que je trouve super intéressant avec Caruso dans sa défense, c'est pas tant son 1-1, c'est surtout cette capacité c'est ce punch en fait qu'il apporte en équipe, parce que il va défendre très très bien, il va récupérer. En fait, en face, quand ça joue sloppy, Caruso il s'en nourrit, il va récupérer des ballons en emmerdant l'adversaire, en partant tout seul en transition, en claquant des dunks comme il kiffe les faire, tu vois. Et moi, je trouve que cette équipe des Lakers, elle va être peut-être un peu plus armée psychologiquement pour, quoi qu'il arrive, en fait, l'emporter face à ce 8, tu vois. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas du tout. J'étais d'accord avec ce que tu disais là. C'est la différence, à mon avis, que vous allez ressentir le plus vis-à-vis de Malone et la série que vous venez de faire. Je parle même pas de Mike D'Antoni, parce que ça, c'est autre chose. C'est les in-game adjustments. C'est vraiment genre Spoelstra est complètement dingue dans sa capacité à appuyer sur pause dans un match et à dire ok, voilà où on en est, voilà ce qui se passe. On va punir plutôt là, les gars. Vous êtes prêts? On exécute et on voit. Et si on est à -12, vous savez qu'on peut revenir à égal si on suit le plan de jeu. Et ça, il y avait un côté avec Denver parfois qui était petite équipe mignonne de NCAA, grossit le trait, qui exécute bien, équipe très chouette qui exécute, mais comment est-ce que tu oses sur certains gars inattendus en plein milieu d'un match de finale de conférence ou de finale NBA? Le 8 n'a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, tu fais une parfaite transition, parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on évoque tous ensemble. C'est quoi penser de Frank Vogel? D'ailleurs, c'est une question qu'on a reçue tout à l'heure sur le compte. Quoi penser de Frank Vogel en préambule de cette série par rapport à ses ajustements? On a vu que face aux Nuggets, même face aux Rockets, alors il peut les faire. Alors je nuancerai ton propos. Pour moi, il peut les faire en off game, c'est-à-dire que quand il voit que ça a très très mal marché sur un match, il va pouvoir bousculer ce starting five en bougeant McGee, en incluant Markieff, en incluant Howard. Tu vois, il est quand même woke. Tu vois, c'est pas un vieux de la vieille abruti qui est incapable de revoir ses plans de jeu. Par contre, in-game, moi j'ai trouvé qu'il y avait des moments où il m'a fait peur face aux Nuggets notamment, tu vois. Moi je jetais un blasphème, mais est-ce que le problème de l'ajustement in-game, c'est pas LeBron? Peut-être. C'est-à-dire que à partir du moment où Vogel va détecter que là, tactiquement, il faut jouer quelque chose, donc les lectures à faire, c'est celle-ci et celle-ci, et est-ce que LeBron les manque pas à un moment donné, ces lectures, et n'a pas manqué de lucidité, notamment dans son rôle de créateur? Peut-être. Là, je parle pas du game 5, évidemment, mais le 3 et le 4... Il perd beaucoup de ballons, pour commencer. Oui, alors, il y a pas mal de... Sur le 4 et 5, il en perd pas, c'est sur les 3 premiers qu'il en perd quelques-uns. Et je parle surtout sur les fins de match, et tu l'attends sur le decision making, et parfois il force trop le destin, ou parfois il y a une passe à faire et il la fait pas. Tu vois, c'est là-dessus. C'est pas pour jeter la pierre sur LeBron. Non, c'est lui le dépositeur. c'est pas blasphème. Mais tu vois, quand tu as un joueur comme ça, dans ton équipe, à un moment donné, ça peut limiter ta capacité à faire l'ajustement si c'est lui le dépositaire premier du système. Bien sûr. Tu vois, il y a un élément, par exemple, que vous n'avez pas encore rencontré, et j'ai très hâte de voir. Non pas que je vous souhaite du malheur, j'ai bien envie que tout se passe bien, que ce soit un mois d'octobre merveilleux pour vous, mais il y a un élément qu'on n'a toujours pas vu avec Vogel, c'est quand tu es vraiment mené dans une... Enfin, je veux dire, vous avez été mené 1-0, fine, mais quand vous égalisiez après... Ça déroulait. Allez, c'était, voilà, bon, il y a le shoot de Heidi, au Game 2 qui permet de te sentir bien, mais comment est-ce que Vogel s'ajuste s'il y a 2-1 pour Miami et vraiment il y a eu un gros match, un match un peu serré qui est remporté par vous? Vous voyez ce que je veux dire? Ces espèces de situations où Vogel en fait doit montrer que là, dans une équipe championne, le coach doit prendre des décisions qui font la différence. Ça, je trouve que vous n'avez pas encore été confronté à ça. Bon, quand t'as LeBron, c'est parfait, mais Vogel, je sais pas. Ça va être intéressant. Après, c'est vrai que nous, il faut le dire, on a été les premiers à toujours tomber sur Frank Vogel, parce que tu parlais du... Votre avis, c'est quoi justement sur lui? Notre avis dans les grandes lignes. Clem, Adri, si vous voulez y aller, allez-y. Ouais, on trouvait que c'était sur la saison... Un peu light tactiquement, offensivement. En fait, ce qu'on disait, c'est que bon meneur d'hommes, bon psychologue, bon pédagogue, très bon dans les rotations et pour arriver, un peu à contenter tout le monde, notamment sur les minutes et le rôle, et à je dirais, impliquer tout son vestiaire. Mais on attendait effectivement le génie tactique propre à l'ajustement en play-off. Voilà, c'est ça ce qu'on attendait. Par exemple, sur attaque placée, Bastien, franchement, on propose rien de super sexy pour bouger une défense
Vous n'allez pas marquer l'histoire du basketball, ça c'est sûr. Voilà. Non, voilà. Ça, c'était déjà noté dès qu'on l'a engagé. Nas, Après oui, le coach défensif, et là, il nous satisfait totalement de ce côté-là. Hein. Tout à fait. Et puis aussi, à sa décharge, quand t'as LeBron et Anthony Davis qui sont dépositaires de ton jeu, t'as pas forcément la place aussi pour faire des énormes fantaisies, parce que de toute manière, là, les tirs, t'as des tickets de tir à distribuer à ton one-two punch, et tu pourras pas y couper quoi qu'il arrive. Donc il faut toujours un peu nuancer aussi un peu ça, tu vois. Puis on avait aussi des hésitations sur le coaching staff. Tu vois, on se disait d'où va venir l'étincelle offensive. Tu vois, Hollins, j'y crois pas trop. Jason Kidd, de ce qu'il avait montré aux Nets ou aux Bucks non plus. Donc ça aussi, tu vois, c'était un peu les interrogations qu'on avait. Pour rebondir sur cette question que je vous posais, il y a un autre élément aussi sur lequel j'ai pas pas mal bouffé du Lakers cette saison, mais c'est difficile parfois de scinder dans le money time, dans les matchs serrés, l'excellence de LeBron et de AD, et parfois que ça couvre certains choix de Vogel. On a la certitude que s'il y a un match serré, Spoelstra va faire les bons choix avec son staff. Est-ce que vous êtes serein quand il y a un money time parce qu'il y a LeBron et AD sur le terrain, ou parce que c'est un élément qui fait partie d'une chaîne dont Vogel qui vous rend confiant? Là, tu vois, pour moi, ce que tu soulignes là, pour moi, c'est le grand mystère de la NBA. C'est à un moment donné, est-ce que c'est vraiment une ligue de coach ou une ligue de superstars? C'est vrai que c'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre à ta question. Moi, je pencherais plutôt sur le côté LeBron, Anthony Davis. De toute manière, pour répondre à ta question, tu parlais de money time. Même si LeBron fait un magnifique money time face aux Nuggets pour close la série, il en a fait un plutôt très moyen dans cette même série face aux Nuggets. On a quand même globalement un one-two punch qui psychologiquement est super bon dans ces situations. Anthony Davis, il n'est pas du genre à faiblir et à sortir des shoots horribles, avoir une sélection catastrophique en fin de match, complètement perdre son scoring parce que de toute façon Anthony Davis, quoi qu'il arrive, tu le sais, il va provoquer des lancers, il va attaquer, il va être agressif. LeBron, pareil. Moi, je dirais plutôt que je penserais plutôt vers je suis serein car j'ai LeBron James et Anthony Davis et éventuellement aussi parfois aussi Rondo qui peut faire des jolis trucs en fin de match. Avec LeBron, on l'a vu pendant les playoffs, c'était beaucoup moins ça pendant la saison régulière, tu vois. Et on a aussi des tireurs extérieurs qui sont capables de mettre des tirs. Moi, tu vois, je me dis plutôt, on a un collectif, on a des qualités et LeBron et AD vont forcément peser sur une rencontre. Tout à l'heure, on en parlait sur le buzzer de Denver. C'est-à-dire une situation aussi délicate qu'un win or go home sur un dernier shoot comme ça. Quand t'as LeBron et Anthony Davis à défendre sur demi-terrain, tous les coachs passent pour des légendes. Hein. Bah, exactement, complètement. Enfin, si le tir rentre évidemment. Du coup, je pense pas qu'il est compliqué de le dire. Elle a forcément été une ligue de coach à une époque, notamment l'époque de Phil Jackson, je dirais quand même, qui a réussi à bonifier vraiment des équipes. Pour moi, des équipes avec des superstars. Mais tu vois, la question, on a, c'est est-ce que le système tactique permet de transcender le manque de talent, ou est-ce que le fait que la trop grande différence en termes de talent, de toute façon, va écraser, comment dire, ton ajustement. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, j'avoue, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Oui, mitigé. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Après, comme tu l'as relevé tout à l'heure, Adrien, j'allais dire que j'allais prendre un peu le contre-pied, mais comme tu l'as relevé tout à l'heure, Adrien, au niveau de ses rotations, je suis globalement satisfait de Frank Vogel dans les money time. Donc, comme tu dis, il n'y a pas énormément d'ajustements tactiques, mais les rotations sont bonnes. Et finalement, on se retrouve tout le temps sur le terrain avec des hommes en forme comme Caruso, Casey ou Green, qui, dans les dernières minutes, parviennent à rentrer des tirs clutch. Je pense notamment à Caruso contre les Rockets. Green, sur le dernier match face aux Nuggets, il met pas un pied devant l'autre dans la série et finalement il rentre ses tirs ouverts dans le money time. Pareil pour KCP qui nous a un peu sauvé la mise face aux Blazers aussi. Donc moi je suis globalement satisfait. Je vais couper la poire en deux si tu veux en citant Ettore Messina qui disait que quand il est arrivé en NBA, la plus grande différence qu'il avait vue par rapport au basket européen, c'est que dans le basket européen, tu vas chercher à créer un bon tir. Et il disait que non, en NBA, le rôle du coach, c'est de donner la balle à ton meilleur joueur dans sa meilleure position possible. Et dans ce sens-là, alors tu peux dire que oui, quand même, Vogel sera largement suffisant pour quand même qu'on emporte la différence. Parce que quand même, il arrive à faire ça, à donner la balle là où LeBron et AD veulent la balle. De toute façon, on va pas trier les haricots. Si on est dans le money, si on est dans le money time et qu'il y a quoi que ce soit à mettre en place du côté des Lakers, bon, ça commence par LeBron et AD. Ce sera pas du double flare screen pour ouvrir un tir à Daniel. C'est que quand tu es face à Miami, tu vas avoir tes deux gars et je pense que tu vas pouvoir les responsabiliser. Mais s'il y a bien un truc que nous a montré Miami, et évidemment c'est pas le même calibre, là ils affrontent 2 des 8, 10 meilleurs joueurs de la planète. Ce que nous a montré Miami, c'est que par contre vraiment, ok, on n'a pas de giga superstar, mais alors putain,
quand il faut dessiner le meilleur truc possible, on est meilleur que les autres, quoi, en fait. C'est un effectif qui a des qualités quand même. Hein. Ils ont des tireurs extérieurs à poste. Ils ont une rotation plutôt profonde, pareil, à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça va être une équipe. Alors, c'est une équipe aussi, d'ailleurs, j'ai un peu analysé les stats contre Boston. C'est une équipe qui a gagné contre Boston, même en chutant très mal, tu vois. Donc tu vois, il faut quand même se méfier et se dire, si Miami va être dans des gros standards en termes de shooting, notamment à 3 points, ils en prennent pas beaucoup plus que la moyenne, mais ils en prennent quand même. Il faudra rapidement se méfier et je pense que ce sera aussi une des clés de la série. Ouais, c'est ça. En plus, on a eu quand même globalement des finales de conférence où tout le monde a mal shooté à 3 points. Hein. Ouais. Miami, ils ont eu 1 ou 2 matchs à 40% à 3 points, tu vois. Mais il y avait des moments où ils étaient à 19%, ils en perdent un, ils en gagnent un, pareil, en dessous des 20%, tu vois. Donc c'est sûr qu'ils alternent eux aussi un peu le chaud et le froid, tu vois. Ouais, ils ont des streaky, c'est streaky aussi. C'est streaky, complètement. Complètement. Tu vois, même Duncan Robinson, chez nous, il fait 1/6. Hein. Ouais, complètement. Mais tu vois, sur ça, j'attends de voir aussi. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Moi, j'attends de voir l'impact de la défense extérieure des Lakers. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Adrien, Jokic et Murray n'ont pas eu de tir à 3 points, mais tous les Nuggets n'ont pas eu de tir à 3 points en fait. Ils ont beaucoup moins shooté face aux Lakers à 3 points que face aux Clippers. Il y avait 5 3 points en moins par match et un pourcentage qui tombait. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose selon vous face à Miami? Oui, en plus, on l'a fait face aux Rockets, il faut le dire aussi. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on a réussi à maîtriser les pourvoyeurs de tir à 3 points. Une fois que tu maîtrises le pick and roll Murray-Jokic, franchement, ça te facilite le boulot. Et ce qui sera aussi peut-être une des clés, c'est que il me semble qu'Adebayo quand même est pas mal aussi à la création. Enfin, il est pas mal, il est aussi pour ressortir sur les shooters. Donc si lui, tu arrives à trouver pareil, à l'étouffer, à ne pas lui laisser ce rôle-là, ça va te faciliter ta défense sur le tir à 3 points. Mais je pense que vous allez le sentir défensivement. Enfin, vous allez sentir certains. On parlait d'exécution, mais je pense que vous allez sentir 2-3 de soulagement sur le fait de pas trop taxer LeBron parce qu'il n'y a pas forcément un mec dont il doit s'occuper, donc il peut être un peu en free safety. C'est là où il est très très bon aussi sur les rotations, les lectures, etc. Il n'a pas à se carboniser là-dessus. Il peut se conserver en attaque. Tu as un pivot en effet qui a la balle, mais à Adebayo, vous allez voir. Ça va vous faire un choc thermique par rapport à Jokic d'avoir un pivot qui est esselé en tête de raquette et vous dites mais il a le cul tourné et il attend juste des mouvements alors que Jokic vous habituez à une feinte ou deux lancers ou un N1 ou un petit shoot. Ça va être très différent. Ça va être intéressant, mais Clément, pour rebondir ce que tu disais sur Denver qui tire moins de 3 points face à nous, en fait c'est ce qu'on fait je crois face à Portland, ils en tirent moins qu'habituellement et c'est ce qu'on fait aussi face aux Rockets, donc en fait je pense qu'à un moment donné il faut aussi souligner la bonne défense des Lakers au périmètre. Ça a été le cas toute l'année. Il y a une régularité comme chez nous. Exactement. Et te dire que de toute manière, c'est aussi notre défense super quali à l'extérieur qui fait quand même forcément déjouer tôt ou tard l'adversaire. Je sais pas si ça va s'appliquer au hit, mais on en a eu l'habitude et je pense qu'on peut être plutôt serein par rapport à ça en tout cas. On a vu Frank Vogel ajuster ses line-up, messieurs, pendant ses playoffs. Donc on a démarré avec l'ordinaire Davis McGee à l'intérieur, puis on est passé avec Markieff Morris en 4 et AD en 5 pour finalement revenir avec Howard à la place de McGee dans la line-up. À quoi vous attendez comme 5 de départ en tout cas sur ce premier match? Est-ce qu'on va revenir avec Magui en 5? Moi je revois bien Magui en 5 pour justement contrer Adebayo poste haut. Ouais, le Game 1 tu te renifles tu observes, tu vois, tu t'ajustes. D'ailleurs le Game 1 je pense que vous avez Magui sur Jokic. Ça a duré 3 minutes, ça va durer 3 minutes, il prend 2 fautes mais oui c'est ça. On va après à la vidéo, on va à la vidéo le soir même pour voir ce que ça donne, mais je pense que vous allez démarrer la série avec Magui. Moi aussi je pense. Ça dépendra de comment on va jouer à Adebayo, c'est ça. Ouais. Si Adebayo nous pose vraiment des problèmes, alors on va lui mettre de la taille à mon avis sur lui. Parce que tu vois quand même face à Denver, le small ball se fait éclater chez nous. C'est tu vois, on parlait des line-up, la séance du line-up de Vogel, le seul line-up qui ne fonctionne pas du tout et qui joue quand même, qui passe 14 minutes sur le terrain, c'est le 5e line-up qui joue le plus, c'est le small ball. Et il prend moins 30 il prend moins 30 sur le span, donc tu vois, je pense que Vogel va rester avec de la taille. Oui, il va rester avec de la taille. Et puis... ça va lui faire un truc à Bam. Il passe, no disrespect envers Boston, mais quand tu passes de Daniel Theis et Nescanter à Anthony Davis et Dwight
Dwight Howard prend une couverture de survie parce qu'il va faire très très chaud. Hein. À mon avis, là, lui, ça va lui faire une grosse différence. Après, il est très intelligent, hein, mais on est d'accord, je pense, tous sur le côté taille, absolument pour faire chier au maximum. Vous êtes des géants comparés aux gars de Miami. Hein. Ils ont Jay Crowder en poste 4. Hein, donc, taille et défense individuelle aussi, parce que Enes Kanter, typiquement, c'est pas son truc du tout. Et nous, à l'inverse, on a plutôt, pas vraiment de Maggie du coup, mais plutôt de AD et de Dwight. On a de la taille, on va dire, on a de la taille puissante et intelligente en def, tu vois. Ouais. Pas étonné si vous croisez la route de Olynyk 2-3 fois aussi. Pour bien vous faire chier là avec vos intérieurs. Pour nous faire ressortir un petit peu, bien sûr. Ouais. Tu vois, si on gagne, il faudra quand même se poser la question de est-ce qu'on n'aura pas été l'équipe à avoir signé le retour de la taille comme clé de la victoire en c'est vrai. C'est intéressant d'en parler. Je sais plus quel ancien joueur disait justement lors de la série des Rockets que en fait tous les pivots devaient prier pour que les Lakers l'emportent face aux Rockets parce que sinon c'était la mort des big men. Ouais. J'arrive plus à mettre un nom sur ça. Messieurs, vu que vous avez parlé de victoire, on passe au pronostic. Allons-y. Allez. Putain. Il va falloir que tu te mouilles un petit peu. On te laisse un peu réfléchir à Bastien. On va commencer par Adrien vu qu'il est réglé comme une horloge depuis ses playoffs. Si tu veux garder la neutralité, tu as le droit aussi. C'est toi qui décides vraiment. Oui, ça sera coupé au montage de toute façon, c'est pas grave. Adrien, moi je vais dire 4-2 pour nous. Ok, Nas. Pareil, 4-2. Je suis désolé Bastien, mais je vais dire 4-2 aussi, donc ça sera peut-être un peu plus. Ah, mais vous avez le droit. Pour la santé de mon institution et la vidéo prévue qui sortira, je garde le score, mais je suis fortement d'accord avec vous. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup vos arguments en tout cas. Voilà, c'est le 4-2 me semble, il a fait écho dans mon oreille. Voilà. Bon, ok, mais c'est génial. Est-ce qu'on se prendrait pas 2-3 questions rapidement parce que tout à l'heure je l'ai tweeté et si on oublie, on va se faire allumer. Vas-y, envoie la sauce. On en prend quelques-unes rapidement. On en a eu 48, putain. C'est ça, mais il y en a beaucoup qui ont été. Enfin, on les a évoqués en fait. On en a couvert une énorme partie dans l'analyse pré-série. On peut en prendre une. Ouais, j'en ai une que j'aimais bien. Ouais. Alors, c'est une question de Patch le Rouge de Marseille. Qui disait, alors oui, dans les previews, vous citiez Luke Walton comme possible entraîneur de l'année. Comment on fait pour s'en remettre? Nous, c'est pour moi la question? Oui. Ah putain, ouais, mais tu sais, parfois, la vie, le rythme, tout ça, la crise, pandémie, hein, j'essaie de noyer le poisson. Je sais pas, tu sais, parfois, c'est... C'était dans quel preview? Attends, c'est dans quel preview qu'on a dit ça? C'est les pronos 2019-2020. Ouais. C'est de quoi, des Kings? Je vais me refaire. Ouais, c'était Kings. Mais à ta décharge, c'est Alex qui le dit. Toi, tu cites Carlisle. Ah, mais putain, va jusqu'au bout de ta phrase, frérot. C'est qui le dit? C'est moi? Non, c'est pas toi, c'est d'accord. C'est Alex. Tu verras avec moi, là. Non, mais après, plus sérieusement, petite question de Johan Breton. Quel joueur du Heat va poser le plus de problèmes offensivement? Si on doit vraiment en isoler un et se focaliser dessus. Butler? Pour moi, oui, quand même. Bastien? Goran, intéressant, ouais. Et j'aurais dit Goran aussi. Ouais, j'aurais dit Goran aussi, tu vois. Trop chiant, trop bizarre à défendre, Goran. C'est trop chiant. Il fait des playoffs de malade mental. Complètement. Est-ce qu'on se prendrait pas quelques autres questions, vite fait? Vas-y. Alors, qui sera MVP des finales et pourquoi LeBron? Franchement, question, voilà, toujours se mouiller. Non, moi pour ces questions un petit peu troll, moi je pense vraiment qu'Anthony Davis peut récupérer ce trophée de finaliste NBA, tu vois. Clairement. D'autant qu'il fait des playoffs égales à celles de LeBron, pour ne pas dire meilleur, honnêtement, tu vois. Enfin, en tout cas, à mon humble avis. Donc, franchement, c'est pas dit que ce soit LeBron James. Déjà, c'est pas dit que ce soit un joueur des Lakers. On garde quand même un droit de réserve. On va pas se faire insulter par tout le monde dans 2 semaines. Mais pour moi, Anthony Davis peut totalement le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, ça me semblerait très étonnant parce que t'as la narrative, tu vois. LeBron, Year 17, tu vois, The Watch King. Et si t'as ton franchise player qui fait un truc LeBronesque de type 27-8-9, 27-18, enfin j'en sais rien, tu vois, un truc dans le genre, tu lui donnes direct. Pierre Cortez, regarde en 2010. Là j'ai blasphémé. Tu vois, en 2010 où Kobe là, il y avait des vrais débats pour savoir si, honnêtement, le meilleur joueur des Lakers sur la série, c'est pas Pau face à lui. Mais la question, c'est même pas, tu vois, mais non, c'est bon, tu donnes à Kobe. C'est le meilleur scoreur, c'est ton franchise player, tu lui donnes, point.
Tu vois. Après, il y a je comprends totalement cet exemple. Après, je pense que je sais plus quels sont les stats de Pau Gasol sur cette série, mais à mon avis, si AD fait une vraie série contre le Heat, on est dans des statistiques qui créent beaucoup plus le débat. Je pense que son apport fera qu'en fait, t'es pas en genre, AD a vraiment été en 22-11 avec une bonne défense. À mon avis, genre, je pense que vous y attendez. Vous en parliez là par rapport à la défense de Miami. AD peut faire une série en 30-12. Ça m'étonnerait même pas. C'est dans la lignée de ces incroyables playoffs. Il y a la narrative, certes, mais j'avoue que après, vous me dites ce que vous en pensez, mais j'ai plus l'impression que l'objectif, donc il y a un 1 et un 1 bis, mais l'objectif 1 de LeBron, tu ramènes un titre aux Lakers cette année. C'est évidemment très bien cette MVP des finales, mais ramène un titre. Oui, bien sûr, s'il a le choix entre les deux, évidemment, qui prend le titre plutôt que la distinction individuelle. Mais après, tu sais, AD, si tu veux qu'il fasse du 32-11, il faudrait qu'il fasse autre chose au rebond que face aux Nuggets. Non, bien sûr. Parce que sur les deux derniers matchs, il a quoi ? Il a 5 rebonds max. Hein. Il y a des vraies bonnes chances que AD puisse être MVP des finales, surtout que c'est pas forcément un axe dont on a trop parlé, mais je vois difficilement, et vous allez me dire, mais je vois difficilement meilleure opposition de LeBron que une triplette Iguodala, Butler, Crowder. En termes de setup, coaching plus personnel pour essayer de freiner au maximum LeBron, je sais pas s'il rencontrera mieux que ça. Hein. Oui, non, c'est clair. Il a quand même joué Carmelo et s'est mis actif au premier tour. Il y a un peu de respect sur son nom, s'il vous plaît. Charles Jean, ouais, non, c'est alors pour la private joke, on avait reçu un message d'un fan des Blazers qui je pense était très confiant pour son équipe et qui notamment dans ses clés de la série face à Portland, pointait du doigt positivement Carmelo et ses mains actives en défense pour freiner, pour gêner LeBron. Bon, on a vu comment ça s'est terminé. Et Wayne Gabriel en option évidemment. C'est ça. Exactement, t'as tout compris. Non mais après c'était mieux parce que les Rockets, je pense qu'ils avaient évidemment pas les armes. Denver, pareil, j'adore. Mais je veux dire, il y a pas une seule, ne serait-ce qu'un duo, et ils ont un trio de mecs suffisamment expérimentés, qui savent comment le jouer, qui l'ont joué plusieurs fois, que ce soit à l'Est pour Butler ou en finale pour Iguodala. Sacré test. J'ai hâte de voir comment LeBron va jouer justement parce que putain, entre Spoelstra et les 3 pitbulls là, pas étonné si il y a une NBA finale. Tu parles de pitbull. Toi, à ton avis, qu'est-ce qui aurait été le plus compliqué ? Tu vois, c'est ce trio-là, Crowder, Iguodala et Butler, ou Smart, Brown. Fin de la phrase. Temps mort. Ne finis même pas cette phrase. Je sais pas. Pour moi, non, c'est clairement Miami. Okay. Enfin, je sais pas. Non, vous pensez que ça aurait été plutôt Boston ? Moi, je craignais beaucoup quand même sur les. Alors, peut-être moins Tatum parce que je suis moins dithyrambique sur Tatum que pas mal de personnes. Mais le duo Brown-Smart, notamment avec un Smart aller en mission pitbull sur LeBron, ça m'aurait. Ouais, j'étais pas ultra serein. Je pense que là où vous y gagnez, c'est que par contre, LeBron n'a pas à défendre sur un gars offensif de la qualité de Jaylen Brown ou de Jaylen Tatum tout à l'heure. Donc là, mais c'est pas faux. Tu peux un peu plus te reposer, quoi. Mais par contre, alors là, encore une fois, là, c'est comme j'ai pas tendance à surévaluer, enfin pas à surévaluer, en tout cas à mettre Tatum aussi haut, et peut-être à trop aimer Butler par rapport à Tatum. Mais bon, ça c'est. Ça serait c'est un éternel débat, tu vois. Ouais, c'est un choix, les goûts, les couleurs. Si je pouvais passer sur une dernière question qui est pour le coup super intéressante, parce qu'on a oublié de l'évoquer, c'est parfait. C'est une question de TG15 qui nous pose une question qui nous dit la défense de zone de Miami est-elle efficace contre nos Lakers ? Et nous, on en a parlé tous les trois en privé, en podcast. Alors, vous en pensez quoi ? Clément, c'est Clément qui a évoqué le sujet, donc je pense que tu peux peut-être y répondre à cette question. Non, j'ai juste dit que j'ai commencé à brûler un cierge pour que Danny Green se réveille. Mais effectivement, en fait. Nous, sur le papier, il faut le dire, je pense que ce sera une clé, Clément, tu m'arrêtes si je me trompe, on trouve quand même que c'est très light en défense au périmètre par moment côté Miami Heat. D'où la zone, exactement, d'où l'intérêt de la zone. Et est-ce que nous, on aura des joueurs capables de punir en fait cette zone ? Est-ce que Danny Green va pouvoir retourner dans des vrais standards sur son tir à 3 points qui n'ont pas été, qui est pas là depuis le début des playoffs ? Est-ce que KCP va continuer de mettre ses tirs au meilleur moment, parce qu'il a quand même tendance à beaucoup le faire et en mettre avec régularité. La défense de zone de Miami est efficace contre nos Lakers. Moi, j'ai envie de dire par définition que non. Mais peut-être que vous avez d'autres arguments à présenter. Perso, en tout cas, j'avoue que oui, en effet, c'est la tactique qu'à mon avis Miami va pas mal utiliser. Ils ont été efficaces là-dessus sur ces playoffs, donc ils vont la réutiliser, c'est sûr. Surtout que vous avez un peu ce côté montagne russe dans vos réussites. Hein. C'est pas non plus comme si tous les soirs tu te tapais les Splash Brothers, quoi. C'est-à-dire que c'est clair. Tu peux avoir le Danny Green des finales, parfois avec les Spurs, où si ça se trouve, il va te faire une série à 14 points avec 45% du site à 3 points. Je serais même pas étonné s'il faisait ça, parce que le mec, c'est vraiment, vous l'avez découvert, vous, cette année, en tout cas, découvert au quotidien. C'est un mec qui peut te faire le premier match contre les Clippers, qui était une dinguerie, si je dis pas de bêtises, l'opening night. Ouais, c'était ça. Ouais. Et parfois, des grosses dégueulasseries où tu te dis, mais mec, la prochaine fois que tu poses un dribble main gauche, mais on appelle tous les membres de ta famille, on s'en occupe. Enfin, je veux dire,
non, mais Même C'est très dribble- compliqué. Je pense dribble que tout court, si hein. parfois la défense de zone de Miami va pouvoir vous gêner, putain, je pense que de l'autre côté, n'importe quel type de défense peut vraiment faire chier Miami. Et donc, je pense que vous allez trouver un moyen de vous en sortir no matter what, quoi. J'ai l'impression. Adri, t'allais peut-être évoquer Non, quelque non, chose. non, Non, non. c'est tout bon. C'est tout bon. Moi, Ouais. j'allais renvoyer ma réponse renvoyée sur une nouvelle question. C'était qui sera le troisième homme pour soutenir LeBron et AD? Et c'est la même clé, c'est la de KCP. KCP qui est au rendez-vous Ouais. sur ses playoffs. Et ben, on l'attend toujours en troisième option, en tout Ouais, cas. ou C'est de clairement la manière- troisième option. Ou même de manière plus générale, quiconque prendra feu à n'importe quel moment du match, ça sera lui le troisième homme. Tu vois, celui qui sera à même de pouvoir punir les espaces créés par le duo. Franchement, ce sera peut-être Kuzma. Mais oui, Ça pourrait oui. totalement être Kuzma. Non, mais C'est franchement, jamais. je dis pas ça Ou pour rigoler, Smith. tu vois. Parce que là, vraiment, Bon, là, faut pas. c'est faut que pas les exagérer. cieux voulaient le titre, tu vois. La Kuzma qui se réveille, c'est bon. Ah, je, ouais, sais, complètement. je sais que ça va être un peu peut-être blasphème, mais je sais pas pourquoi, mais je renifle potentiellement un match de Gérard. Je sais qu'il vous fait pas kiffer, qu'il a pas été très truc. Mais alors, franchement, Bon, t'as sur déjà, une tu vois, défense de t'as zone, t'as déjà l'insolence d'en parler, et ça, franchement. Bastien, ça se passait si bien entre nous ce soir. Non mais je sais, je suis désolé. Mais en fait, ce que je veux dire juste, c'est qu'il a vraiment, non, objectivement, avec tous les trolls qu'on a pu balancer, etc. Et Dieu sait si on a pu discuter sur l'oiseau bleu de Gérard. Oui, non, il fait des playoffs dégueulasses. Mais je sais pas pourquoi. On en reparlera s'il y a un replay ou pas d'un match dégueulasse ou quoi que ce soit, ou d'un troll comme il a pu faire dans des finales il y a 2 ans. Mais s'il y a une grosse défense de zone et qu'il faut injecter un mec qui est un peu inconscient et qui prend les shoots à 3 et qui les rentre, pas étonné s'il y a un Gérard game. Il vient d'y avoir contre Boston un Iguodala game où en fait tu disais mais le mec normalement ça rentre pas, il vient de faire 4 sur 4 à 3 points, tu passes en finale la NBA. Bravo. Pas étonné s'il y a un match de Gérard. Juste, ça se trouve il va absolument pas jouer, hein, mais je suis pas étonné s'il y a un gros match. Ouais, moi j'allais dire, j'espère pour toi déjà qu'il joue en fait pour commencer parce que c'est pas dit. Mais bon, effectivement, on est en playoff finalement et tout est possible, quoi. Déjà, ça a été comment dire une espèce de grande surprise de le voir prendre des minutes à Waiters. Ouais. Qui a totalement disparu de la rotation. C'est ça, même dans le garbage time, tu vois, pas de Waiters, mais du Gérard Smith qui rentre sur le terrain. Donc à la limite, oui, pourquoi pas, effectivement. Ça veut dire que s'il y a du Gérard à un moment donné, bah, ça veut dire qu'on a mis plus 30 au hit dans le 4e quart-temps, tu vois, et que donc oui, on peut se permettre d'envoyer ça, quoi, tu vois. Ou vous êtes à moins 18. Ou qu'on est à moins 18. Et qu'il faut un mec pour sanctionner à 3 points en première intense, j'en sais rien. Peut-être. Non, mais après... C'est intéressant en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, j'allais gentiment glisser vers la fin en demandant à Bastien s'il avait un dernier mot justement avant qu'on se quitte et qu'on voit continuer les travaux, hein, ça fait plaisir. Alors évidemment, contre vents et marées, hein, on va jamais plaire à tout le monde. Hein. On s'appelle Trash Talk, donc t'imagines bien que forcément parfois on plaît pas à tout le monde. Non, continuez, c'est cool. Il faut toujours du contenu. Vous avez un chouette contenu, des podcasts, etc. Donc de la force pour la MIF des Lakers, même si en tant que fan des Spurs, évidemment, je vous emmerde très fort. Très bien. Non, bah, c'est très sympa et juste petit mot, mon petit mot rapide par rapport justement à la connexion Trash Talk Lakers France. Je pense qu'on a finalement pas mal de points communs en tout cas sur la réception du message. Tu vois, de toute façon, on atteint un point où notre compte va être clivant. Le tien, Bastien, l'est aussi. Hein. Je pense que un jour tu vas dire du bien de Westbrook, on va te dire pourquoi tu dis pas du bien d'Arden. Le lendemain, ça va être l'inverse, tu vois. Et nous, c'est exactement pareil. Hein. Nous, si on dit du bien d'AD et qu'on dit pas de mal de LeBron, on va dire tu dis du bien d'AD, mais tu dis pas du bien de LeBron, tu vois. Donc on a le droit aussi, même de la part des fans des Lakers des fois, à des moments comme ça. Mais je pense qu'en fin de compte, voilà, tout ça pour te dire merci de nous avoir rejoints ce soir. C'était un pote qui était, je pense, avec grand plaisir. Cool. J'avais une dernière question, j'avoue, c'est complètement con, c'est pas du tout pour l'actu, mais vu que là j'étais en train de parler, juste vous en 3 secondes 50, Kobe ou Shaq? Kobe. Okay. Kobe 1000 fois. La question ne se pose pas. Okay, Adrien, un petit mot pour la fin? Alors, je vais essayer de pas live tweet. Très bien, merci. C'est sympa. C'est bon, champion les gars. Moi je vais me permettre une petite dédicace à Alex, un ancien admin du compte qui est depuis quelques jours un heureux papa. Donc on lui souhaite félicitations à lui. Voilà. Allez, on va se quitter messieurs et on se revoit pour un prochain podcast pour célébrer le titre de LeBron. Allez, ciao les gars, bonne soirée. Allez, ciao, à bientôt. Ciao, bye.